Aujourd'hui, un puits de culture, pédagogie de la fraternité. Depuis un mois, cette série de fragments a entremêlé les voix de militantes et de militants passés ou présents, dont les choix politiques furent souvent contrastés, voire radicalement opposés. Mais par-delà leurs multiples divergences, tous ont en commun d'avoir été formés à l'école des trotskismes français. Comme les autres, celle-ci a ses dilettantes et ses forts en thème, ses cancres et ses prix d'excellence. Mais qu'ils aient été internes ou seulement demi-pensionnaires, qu'ils y aient suivi de brèves études ou qu'ils y aient traîné leur guêtre toute leur vie, ceux qui ont fait leurs humanités à cette école-là en ont souvent conservé une profonde empreinte. Un bagage politique, bien sûr, et d'abord une éthique internationaliste, mais aussi un certain rapport au langage, le souci de peser ses mots, la passion de convaincre, ou encore un attachement radical à la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans les luttes passées, une quête obsessionnelle de fidélité. Enfin, et au-delà des crispations, des violences et de la tentation toujours présente du terrorisme rhétorique, un certain bonheur, l'occasion précieuse de rencontres inoubliables, ouvriers et intellectuels, ensemble et pour de bon, en semaine à l'usine et le dimanche en bibliothèque, pour une expérience incomparable d'enrichissement mutuel, d'éducation collective et de formation non académique. Cofondateur de la FNAC après-guerre, André Hessel est né à l'engagement politique au lendemain des émeutes ligueuses du 6 février 1934. André Hessel. C'était une véritable université, le trotskisme. La lutte de tendance entre des gens qui étaient des gens très, très calés obligeait les autres à le devenir. On était obligé de lire. On lisait, il fallait connaître naturellement Marx, Engels, Lénine, Trotsky, mais il fallait qu'on soit capable de discuter d'économie, que l'on connaisse les socialistes utopiques, les Proudhon et compagnie, et même Platon. Trotsky, contrairement aux communistes, avait une connaissance de la psychanalyse. Il ne s'opposait pas aux théories psychanalytiques. Les staliniens la condamnaient complètement. Bon, c'est une théorie de bourgeois, ça n'a rien à voir. Les ouvriers n'ont pas d'état d'âme. Les ouvriers, ils pensent qu'à leur gagne-pain et à lutter. Donc, on ne va pas encombrer leur cerveau avec des histoires psychanalytiques. Bon, dans notre organisation, et ça aussi c'était intéressant, parce que il y avait par exemple donc des gens partisans du freudisme. Moi-même, j'en ai été un adepte pendant quelque temps. Il y avait les surréalistes, des peintres modernes. C'est-à-dire que tout ce qui était d'avant-garde était représenté chez les trotskistes. C'est pourquoi ça nous a donné presque une connaissance universitaire, mais beaucoup plus large. Parce qu'en même temps, on connaissait les luttes, on se battait, et on était beaucoup plus proche de la réalité concrète, tout en étant en même temps attiré par tout ce qui était moderne. Alors c'est là que j'ai fréquenté assidûment la bibliothèque Sainte-Geneviève. N'ayant pas de diplôme, je n'avais pas accès à la Bibliothèque nationale. Donc j'ai fréquenté la Sainte-Geneviève, qui était d'ailleurs fort bien fournie. J'avais mes réunions le soir, j'avais mon travail administratif, mais j'avais toujours quelques heures par jour pour aller à Sainte-Geneviève, m'imprégner, n'est-ce pas, de la culture marxiste-léniniste. Ouvrier tapissier à Paris et plus tard déporté par les nazis, Maurice Livard rejoint les trotskistes au moment des procès de Moscou. Maurice Livard. Alors on a été des militants trotskistes comme ça, et moi je trouve que ça a été une bonne école. On a appris beaucoup de choses. On a fait comme Jospin, on a appris beaucoup de choses. Lui aussi, ça l'a beaucoup aidé. Remarquez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas adhéré au trotskisme, mais qui admiraient beaucoup les structures de l'organisation, parce que c'était un puits de culture.
Ça a été un puits de culture, vraiment. Moi, je suis un autodidacte. Ça a appris à connaître quand même la révolution russe, ça a appris à connaître Léon Trotsky, ce qu'il était vraiment. Ça a appris à connaître Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, des tas de militants qui avaient des très grandes valeurs, quoi, vous comprenez, des types, des grands journalistes, des gars d'une... Il y avait des gens qui avaient fait la révolution russe et qui venaient de Pologne, c'était des juifs des Shtetl, c'est des petits villages où il y avait une culture incroyable, ces types-là. C'était presque tous des révolutionnaires, presque tous. Enfin, il y a eu des gens comme ça. Alors, vous comprenez, on a été en contact avec ce monde-là, c'était une école extraordinaire. C'est-à-dire, voilà. Alors, j'ai été ouvrier, j'ai appris mon métier de tapissier, et après, avec mes 2 frères, on s'est mis à notre compte, comme tapissier, décoration et meubles, dans le faubourg Saint-Antoine. Chez nous, c'était le rendez-vous des trotskistes. Avec Parisot, il venait manger. Fred Zellal, il venait manger à l'atelier avec la gamelle. Et on n'était pas fiers chez nous. De Mazière, il est venu, Parisot, tous ces gars-là, ils venaient, on était vraiment des amis en plus, quoi, d'être trotskistes. Et alors on discutait beaucoup, c'était des puits de culture, ces gars-là, c'était des connaissances formidables. Ils avaient un langage, pas à la Mallarmé, quoi, mais un langage courant, français courant, mais bien, ils s'exprimaient bien. Proche de l'actuelle Ligue communiste révolutionnaire, Michel Lequesne a rencontré les trotskistes au début de l'occupation. Michel Lequesne. J'ai été absolument traumatisé par le fait de ne pas pouvoir faire d'études. On n'avait pas les moyens, c'était comme ça. Et j'ai eu une adolescence tout à fait particulière parce que aucun des plaisirs de l'adolescence n'était les miens. Je lisais. Ayant commencé les 2 premiers livres que j'ai achetés avec mon argent de poche, c'était le théâtre de Racine, celui de Corneille. C'est dire le besoin de culture que j'avais. Alors, moi, je suis rentré là-dedans vraiment sans aucune formation. Sinon, la formation que j'avais eue en tant que jeune exploité, n'est-ce pas, depuis mes 14 ans. Mon patron, en 36, mon premier patron m'a licencié en nous faisant venir d'autres petits commis et moi. On gagnait 150 francs par mois, n'est-ce pas, en nous disant « Messieurs », lui assis avec ses bottes et ses chaussures de cheval. « Messieurs, je suis obligé de vous licencier parce que, vous comprenez, maintenant on ne peut plus payer les gens ce qu'ils valent. » Vous savez, quand on a 14 ans, et puis à la bourse, un type qui disait « Mais monsieur, à la canaille, autant on leur en donnera, autant il leur en faudra. » C'était plus clair que le MEDEF d'aujourd'hui, bien que aussi c'était plus féroce. Moi, j'avais pas de formation politique, mais déjà une profonde haine de classe. Ouvrier aux usines Chausson, Gilbert Marquis a été gagné aux idées trotskistes lors d'un voyage de soutien à la Yougoslavie titiste, vers 1950. Gilbert Marquis. Il y avait un gros bagage intellectuel au sein du PCI, un gros bagage théorique et politique, dont il fallait prendre connaissance pour pouvoir se participer au débat. Si vous le connaissiez, si vous n'aviez pas cela, vous étiez en dehors des débats. Vous deviez suivre vos amis, vos camarades, etc. Il y avait... Toutes les discussions politiques se déroulaient avec des références multiples, historiques, politiques, sociales, etc. C'était très difficile. Moi, j'étais vraiment un néophyte. Quand je suis sorti du local après avoir donné mon adhésion, je suis passé à la librairie, il y avait une petite librairie rue de l'Arbre Sec. Je suis sorti, il y a des gens qui m'ont dit, plus tard, je t'ai vu sortir, tu avais plein les bras de textes, de bulletins intérieurs, etc. J'en avais mais vraiment plein les bras. Je partais chez moi avec tout ça. Et je pensais, de toute manière, mon ambition était de m'emparer de tout ce que je pouvais assimiler. Ouvrier au chantier naval de Brest et militant de l'actuelle Ligue communiste révolutionnaire, André Fichot a croisé le chemin des trotskistes au sein des auberges de la jeunesse, peu après la libération. André Fichot. Moi, j'ai quitté l'école très tôt. Mais d'être trotskiste, ça force à lire, à étudier, à faire plein de trucs. Si on veut avoir une analyse, si on veut être convaincant, il faut connaître les problèmes. Et comme on était formé à ça, c'est-à-dire la conviction, le travail d'agitation, de propagande et tout, on ne pouvait pas y aller les mains vides.
Donc on était obligé d'avoir des connaissances assez approfondies par rapport au milieu, très approfondies par rapport au milieu dans lequel on intervenait. Alors moi, bien sûr, l'économie politique, je pouvais expliquer ça dans les organisations syndicales, sûrement même à un certain niveau, mais j'aurais pas été l'expliquer à la Sorbonne. On se forme largement au niveau sur lequel on doit intervenir. Et ça, si on fait pas ça, alors bien sûr on est accusé, après on sort des kilos de papier, des textes, des machins, on passe des heures à discuter, mais quand on a pris la décision, on sait où on va. Même si on a eu des désaccords, qu'on n'est pas... Voilà, on sait où on va, ou alors on sait que c'est pas facile et qu'on ne pourra pas, etc. Mais on a discuté, c'est jamais fait à la légère. Et si on n'a pas une formation le plus solide possible, je veux dire le plus élevé possible, ça dépend des gens, hein, ceux qui ont leur doctorat et tout, ils en ont plus que moi sur ces choses-là. Enfin, les staliniens, c'est ça. Il suffit de payer sa carte à le machin, on lui donne les tracts à dire, il distribue, ils n'ont juste qu'à dire le parti a toujours raison, c'est l'UMA qui a dit, donc c'est vrai. Et puis, nous, on n'avait pas ça. Hein. Moi, j'ai connu des gens du Parti communiste qui sont allés passer 1 an à Moscou et qui sont revenus de Moscou, ils n'ont rien vu de mal. Moi, je ne passerai pas 1 an à Moscou sans savoir que c'est une saloperie. Il ne faut vraiment pas exagérer. Comment ils font ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de formation, qu'ils sont incapables d'analyser, de suivre, de comprendre. On leur bourre le crâne pour leur apprendre des trucs par cœur. Du point de vue de la formation, du débat politique, de la compréhension des analyses, je crois qu'on ne trouvera pas une autre organisation en France qui a ça. On passe beaucoup trop de temps quelquefois en discussion, mais par exemple, j'ai expliqué ça aux jeunes qui veulent rentrer là maintenant. Nous, on ne prend jamais une décision avant d'avoir discuté à fond sur le contexte, ce qu'on veut faire, où on veut aller, par quelle méthode, etc. Et après, on prend une décision. Mais on a l'habitude de dire, ça emmerde des gens, des fois. Ceux qui ont l'habitude, quand on leur mâche la besogne, qu'on leur dit, voilà le tract à distribuer, nous, tout le monde participe à la rédaction du tract. Et donc, on a une formation, même les jeunes qui rentrent, même s'ils n'ont pas une formation théorique marxiste d'un haut niveau au départ, ils ont cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais rien sans avoir analysé le problème le plus à fond possible. Et là-dessus, on est par rapport à tout ce qu'on rencontre dans le mouvement ouvrier, par ailleurs, dans les autres organisations, y compris dans le Parti socialiste, on est largement au-dessus, en moyenne, quand on regarde les gens de la Ligue, comment ils discutent politique, comment ils analysent, et qu'on regarde ce que fait le Parti socialiste ou le Parti communiste, on n'a pas honte de ce qu'on est. Donc je discute avec des gens du Parti socialiste qui connaissent que dalle en politique, rien du tout. Des députés, des machins comme ça, que dalle. C'est méprisant ce qu'ils savent sur la politique. Ils n'ont que comment je vais jouer mon rôle de député et pouvoir être réélu la prochaine fois. C'est leur seul objectif. Mais la politique, comment on va changer la société, qu'est-ce qu'on va faire pour... Ça les dépasse complètement, ils s'en foutent. Sauf si ça leur sert à se faire réélire. J'ai beaucoup de mépris pour ce genre de bons hommes. Et donc, cet aspect-là, il y en a qui l'utilisent après, parce que c'est fatigant d'être tout le temps en train de discuter, d'essayer de faire et de dire, merde, moi je serais bien député aussi ou sénateur ou un truc comme ça. Et puis il y a des gens qui fatiguent quand même, parce qu'il y a des conditions familiales, on vieillit, il y a des gosses, et puis c'est trop dur de militer à la Ligue à un moment donné, et qui prennent la tangente. Et qui utilisent effectivement, mais ils ont raison, ils utilisent les connaissances qu'ils ont acquises. Dans le Parti socialiste, par exemple, ils ne savent pas faire de politique. Et les trotskistes qui rentrent dedans, ils savent faire de la politique. Aujourd'hui sénateur et figure dirigeante du Parti socialiste, Henri Weber a fait partie du cercle fondateur de la JCR, l'ancêtre de l'actuelle LCR, au milieu des années 60. Henri Weber. Je dis que couramment, ça a été une remarquable école théorique et intellectuelle, parce que c'est la méthode Freinet, ou les méthodes actives en éducation, pratiquées sur grande échelle et sans le savoir. Parce que qu'est-ce que c'était ? Nous étions, par exemple, à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes, au début des années 60. À l'intérieur de cette union, qui regroupait plusieurs milliers d'étudiants, et dans le secteur que moi je dirigeais, la Sorbonne, il y avait 500 à 600 étudiants et étudiantes. Bon, c'était le débat permanent entre tous les courants du mouvement ouvrier. Il y avait là des togliatistes, enfin des partisans du Parti communiste italien. Il y avait des partisans évidemment de la ligne du parti, des orthodoxes. Et puis il y avait toutes les variétés de pro-chinois. Bon. Il y avait toutes les variétés de trotskistes. Et il y avait donc débat. Bon, il y avait toutes les variétés de castristes. Bon. Et donc le débat
entre nous, était extrêmement vif, extrêmement riche. Et pour y prendre part, et d'autant plus qu'il était sanctionné par des votes, par des prises de position de pouvoir, de micro-pouvoir sans doute, mais néanmoins, c'était pas simplement un débat purement académique sans conséquence. Pour y prendre part, il fallait se former, lire, trouver des arguments, être capable d'être convaincant. Bon. Donc c'est un rapport au texte qui est infiniment plus actif et plus stimulant que la simple étude en bibliothèque de Sorbonne. Et encore que, on le faisait conjointement. Et on menait par ailleurs... C'était extrêmement formateur. Autrement dit, c'est une période que je ne regrette nullement. Lui-même professeur de philosophie, Pierre Dardot a milité tour à tour dans les rangs de la LCR et de l'OCI, ou Organisation communiste internationaliste fondée par Pierre Lambert, du début des années 70 à 1986. Pierre Dardot. Il y a quelque chose comme un engagement très fort, très fort. Et il y a surtout, ce qui me paraît décisif à moi, une expérience qui est une expérience de la fraternité, qui constitue sans doute l'essentiel de ce que j'aurais, moi, à retenir de positif, parce que je ne suis plus... je ne suis plus trotskiste, je le dis de façon très directe, je ne suis plus marxiste d'ailleurs, au sens où je ne crois plus en la nécessité historique immanente du dépassement du capitalisme par la propriété sociale des moyens de production, donc je le dis de façon claire, mais je crois que ce qu'il y a de très fort, c'est cette expérience de la fraternité, cette défiance à l'égard de toute forme d'imposition autoritaire d'un pouvoir, parce que la chance du trotskisme, finalement, dans l'histoire, c'est que si Trotsky a été au pouvoir, le trotskisme n'a jamais été au pouvoir. Et donc, il y a une certaine forme d'indépendance à l'égard de tout pouvoir, qui fait que même lorsqu'il y a eu des soutiens critiques à des mouvements révolutionnaires en cours, il n'y a jamais eu d'abdication totale de l'indépendance de la pensée critique à l'égard de ces mouvements. Et ça fait une grande différence par rapport à d'autres courants à l'intérieur de l'extrême gauche ou du mouvement ouvrier. Et je crois qu'il y a enfin la fibre internationaliste, le fait qu'on ait appris à regarder les événements d'emblée dans un cadre international. Je pense que ça vaccine contre des tentations nationalistes ou souverainistes et que c'est très important. Donc je crois que ce sont ces trois choses, moi, que je retiendrai. Ça, je pense que ça compte vraiment dans ce que j'appellerais l'héritage positif de cette période et de cet engagement. Aujourd'hui, directeur des rédactions au quotidien Le Monde, Edoui Plenel a milité 10 ans à la LCR, de 1969 à 1979. Edoui Plenel. Non seulement je n'ai pas de regrets, mais j'ai une infinie reconnaissance, je le dis toujours, et je pense que ça gêne tout le monde que je le dise. Je pense que ça gêne évidemment les pensées convenues. Comment le directeur de la rédaction du journal, comme ça, peut dire qu'il a une infinie reconnaissance au trotskisme. Et ça gêne aussi certains gardiens du temple. Comment le directeur du grand journal de la bourgeoisie peut se réclamer de notre héritage. Bon, c'est une façon de continuer à être ailleurs, à ma façon. L'infinie reconnaissance, c'est ça. C'est que, encore une fois, moi, j'ai appris à être ce que je suis là. Alors, j'ai une autre part qui est mon histoire, l'engagement de mon père. Au fond, mon histoire est très marquée. Mais l'engagement de mon père a à voir à ce que je viens de dire en disant être ailleurs. Mon père n'est pas un homme de parti, est un homme qui a assumé le prix de ses convictions là où il était. Moi, j'essaye aujourd'hui d'assumer le prix de mes convictions là où je suis, toujours. Voilà, donc l'infinie reconnaissance, c'est que j'y ai appris. Ça a été mon université, c'est banal de le dire, mais c'est là où... Certains trouvent que c'est un peu une posture, mais c'est vrai, je revendique une certaine forme d'autodidaxie. J'ai arrêté, je n'ai comme diplôme que le bac, j'ai arrêté mes études, donc voilà, c'est mon rapport à comment on lit, comment on apprend, comment on débat, la rigueur, parce que je pense, par exemple, ça c'est important aussi, mon idéalisation, ce qui peut sembler une idéalisation du passage à la Ligue, de cette Ligue-là, je ne connais pas la Ligue depuis 20 ans,
j'ai le sentiment que c'était une rigueur factuelle. Moi, je me souviens de comment les articles pointus que faisait Gérard Chawat sur les bombardiers B-52, les digues au Vietnam, les machins, et que je devais réécrire, retravailler et tout, et que pour Rouge, et comment il fallait que ce soit factuel, précis, rigoureux, et qu'il y avait une quête de la rigueur factuelle, du souci des faits, et que le dogme ne pouvait pas ne passer après, et qu'on pouvait discuter les dogmes. Peut-être n'a-t-on pas été assez loin là-dessus. Et voilà, donc pour moi, c'est une infinie reconnaissance de ce que je dois en termes... l'amitié, ça tient aussi avec un passé commun, des valeurs communes. Voilà, et puis une forme d'affection comme ça qui se tisse. Voilà, donc moi, c'est vrai, j'ai souvent eu l'habitude de dire, et ça n'a rien à voir avec des réseaux, que c'est ma famille. J'ai pas de père, j'ai pas de mère dans cette histoire, mais que ça a été ma famille, ça a été le bain dans lequel... je me suis arrêté en France. J'aurais pu quitter la France, j'aurais pu avoir une autre histoire, mais voilà, cette histoire s'est nouée là. L'école du trotskisme, c'est aussi la rencontre avec des passeurs de haute volée, des pédagogues hors pair. André Fichot évoque la mémoire d'Ernest Mandel, trotskiste flamand, ancien déporté et grand théoricien de la 4e internationale. André Fichot. C'est Ernest Mandel qui m'a marqué le plus. C'était un pédagogue extraordinaire, ce type. Et il pouvait s'adresser à une assemblée d'éminents docteurs ou à une boîte de travers de la base. Il s'expliquait clairement partout. Il savait se mettre à la portée. Alors j'ai beaucoup d'admiration parce qu'en plus il parlait 8 langues et il traduisait lui-même ses discours. Quand il parlait en français, il les traduisait à la fois en anglais, en allemand ou en italien. Ça prenait du temps parce qu'on n'avait pas, nous, les moyens d'avoir les traductions directes dans les discours, sur la fin. Et donc, il faisait, lui, 4-5 fois son discours. Parce que dans l'Assemblée, il y avait à la fois des Français, des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Il prenait toutes les langues. Et quand il est mort, il apprenait le russe. Parce qu'il voulait traduire le russe dans les bouquins de Trotsky et de Lénine dans la langue, quoi. Mais c'était un pédagogue extraordinaire, avec une capacité de travail... alors ça m'a appris ce que c'était un intellectuel aussi, parce qu'il ne fallait pas lui confier un tournevis ou un marteau. Il y avait un mort. Il savait rien faire. Il ne savait rien faire de ses mains. C'était un intellectuel pur. Et il n'y avait que ça qui l'intéressait. Quand il se mettait dans sa voiture, c'est sa femme qui conduisait, lui était derrière, il avait une pile de journaux comme ça, il était là, qui découpait des articles, il passait son temps, il ne conduisait pas, il ne savait pas conduire, il ne savait rien faire. Un jour, il est venu à Brest, on lui avait donné des crabes, donc il fallait casser les crabes parce qu'on n'avait pas de matériel à l'époque, il était petit au marteau. J'ai cassé des pattes de crabe parce que je me dis, il va casser la table ou les mains, mais il cassera jamais la patte de crabe. Mais c'est un sacré orateur, il soulevait les foules. Moi, je l'ai vu j'étais faire un meeting avec lui au Palais des Sports, de la porte de Versailles. Il y avait plein de salles bourrées de partout. Ernest Mandel, c'était un orateur de première. Comédien et réalisateur, Alex Métayer est aujourd'hui un proche sympathisant du Parti des Travailleurs, fondé par Pierre Lambert. Comme tous ses anciens camarades du rayon spectacle, par exemple Bernard Murat, Dominique Labourier ou encore Alain Corneau, il a donc suivi l'enseignement vivant de Claude Bernard, dit Raoul, légende disparue de l'OCI, célèbre non seulement pour son inlassable activité d'agitateur, notamment auprès des travailleurs indochinois pendant la guerre, mais aussi pour son charisme, sa gouaille et sa passion de transmettre. Alex Métayer. Raoul était un peu, pour nous, à la fois le conseil, la référence, celui à qui on s'adressait, quand on était donc sur une question politique ou de stratégie. Pas simplement de plate de discours. C'était, tiens, voilà, on a le problème. Voilà, au syndicat des acteurs, il y a donc une tendance pabliste qui est en train d'essayer de prendre le devant de la scène. Alors attendez, camarades, là. Moi je dis, la situation est claire. Vous êtes là donc en minorité, vous vous sentez en minorité. Vous êtes majoritaire. Si vous êtes balèze, vous êtes majoritaire. Et puis ça a commencé. Il faisait donc une espèce de discours de stratégie à chaque fois qu'on en avait besoin. C'était la référence. Donc il n'assistait pas, par exemple, à une réunion de cellules.
il y avait un responsable. Il y avait un ordre du jour. Donc voilà, les rentrées de pognon, le machin de l'action syndicale, etc., etc., la vérification du travail politique de chacun d'entre nous, des tâches politiques que l'on avait. Par exemple, moi j'avais fait, je me souviens très très bien que j'avais fait un exposé sur la situation du disque. Alors, un jour, il s'est mis en colère. Il est venu en cellule et s'est mis en colère parce que il trouvait que nos discours, justement, avaient une rigidité scolaire. On était scolaire, c'est-à-dire qu'on avait appris des choses, mais c'est inévitable dans le milieu du spectacle. Parce que prenez un homme comme moi, qui est un homme solitaire, jouant sur scène, j'ai 2 régisseurs avec moi, très peu de contact avec les autres. Très peu de contact avec les autres comédiens. Donc, mes convictions, elles sont pas alimentées par des rapports où on dit, on va faire la grève. Va voir Bedos, tu lui dis qu'on fait la grève, puis toi va voir De Vos, et puis tu lui dis, on va aller tous les comiques dans la rue, oui, nous voulons. Non, c'est impossible. Oui, ça reste du domaine de la lecture, du domaine de ce qu'on a pu apprendre. Et lui, il disait, quand je vous entends parler, on est à l'école. Sortez, bon Dieu. Voyez les choses, comment elles se passent. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Équipe de réalisation Frédéric Quéroux, Éric Villenfin et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum.